Bonjour tout le monde, bienvenue à ce froid matin montréalais. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin, puis de présenter sur l'intelligence artificielle le sujet de l'heure. Je me présente premièrement, moi je m'appelle David Beauchemin, je suis directeur de l'équipe données intelligence artificielle chez Microsoft depuis déjà près de 3 ans. Le temps passe vite. Avant ça, j'étais chez d'autres compagnies technologiques de la Silicon Valley, alors je vous laisse faire des recherches sur LinkedIn si vous êtes curieux sur mon parcours. J'ai commencé en informatique il y a à peu près 25 ans. Donc, ça a évolué vite et les choses ont beaucoup changé au cours des dernières années. Si je vous demandais, il y a quelques mois, peut-être un petit peu plus d'un an, si vous aviez entendu parler de ChatGPT, probablement les gens m'auraient regardé comme si je venais d'une autre planète. Aujourd'hui, si je vous pose la question, tout le monde sait ce que c'est. Et si vous ne le savez pas, puis vous avez des enfants, je peux vous garantir qu'ils l'utilisent pour tricher sur leurs devoirs. Alors, les choses ont changé. Ça a complètement changé la façon d'interagir avec la technologie. Donc, au cours des prochaines minutes que je voulais passer ensemble, c'est un peu de démystifier ce que c'est, ce concept, mais aussi comment saisir le moment. Parce que c'est une chose de voir la technologie, mais comment on peut l'utiliser puis la mettre à profit pour nos besoins de nos entreprises, pour la productivité au Québec et plus large, la productivité mondiale. C'est un petit peu les thèmes que je vais aborder aujourd'hui. On va laisser un petit peu de place pour des questions. Donc, si vous avez des questions, il y a un micro qui est au centre, donc vers la fin de la présentation. Si vous voulez poser des questions, je vais m'efforcer d'y répondre. Puis si je ne peux pas y répondre, bien, on fera un suivi avec soit moi ou l'équipe. Alors, je voulais commencer avec une définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Et au début, quand j'ai commencé cette série de présentations sur l'intelligence artificielle il y a quelques mois, je ne mettais pas une définition. Puis ce qui arrivait, c'est souvent, il y avait confusion sur qu'est-ce que c'est au juste. Alors, probablement, c'est une définition que vous connaissez. C'est une traduction de la version anglaise de Wikipédia sur Artificial Intelligence. Et essentiellement, l'idée derrière ça, c'est d'utiliser ou d'essayer de reproduire l'intelligence dans la façon qu'on pense que le cerveau fonctionne. Donc, si on prend le cerveau humain, on pense qu'il fonctionne d'une certaine manière avec des neurones, des synapses qui font les connexions entre les neurones, ou des chemins qu'on appelle dans le cerveau. On essaie de reproduire ce concept-là avec l'intelligence artificielle. De là, le concept de neurones artificiels, de connexion. Et ça permet de faire des modèles qui nous donnent des choses assez puissantes. Si on parle de comment ça fait partie de notre commun, si vous êtes venu ici aujourd'hui, moi je suis passé par Saint-Urbain ce matin, puis la ville nous a laissé un beau banc de neige au milieu de la rue. Mais heureusement, avec Waze, j'ai pu détourner le trafic. Donc si vous utilisez un GPS qui vous détourne, qui évite la congestion, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez un moteur de recherche et que ça complète votre phrase, c'est l'intelligence artificielle. Donc ça, on est habitué, c'est déjà rentré dans le commun au jour le jour, on l'utilise déjà, c'est rien de nouveau. Donc la question, c'est plutôt, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que les choses ont avancé si rapidement? Bien, aujourd'hui, on parle vraiment d'une ère de l'intelligence artificielle. Et la raison qu'on parle de l'ère de l'intelligence artificielle, on peut dire qu'il y avait une première vague d'engouement vers 2012, puis ça, je vais y revenir dans quelques instants, quand ce domaine-là a avancé de manière importante. Puis vers 2018, c'était un peu le premier hype cycle, si on veut, la première fois que la technologie était rendue accessible aux entreprises, aux particuliers qui voulaient l'utiliser, aux gens qui savaient coder. Mais ce qui a changé, c'est avec l'arrivée des technologies comme ChatGPT, l'intelligence artificielle qu'on appelle générative, on a complètement changé la donne parce que tout d'un coup, la technologie devient accessible à presque tout le monde. Et si vous l'avez utilisé les premières fois, si je vous rappelle l'expérience quand vous avez utilisé peut-être ChatGPT, c'est vraiment ahurissant de voir ce qui est capable de sortir, la qualité de l'information qui sort de ces modèles-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plusieurs avancées. Et si on recule dans les différentes avancées qu'il y a eu au cours des dernières années, déjà en 2012, des projets de recherche commençaient pour identifier des objets. Et ça, c'était une des premières grandes avancées. Ça commençait avec certaines universités, dont l'université Stanford. Et ce qu'on était capable de faire, c'est en mettant une image d'un chat ou d'un chien, etc., l'ordinateur pouvait reconnaître avec un certain pourcentage de fiabilité ce qui se retrouvait sur l'image. Donc, on pourrait dire en quelque sorte, c'est comme si l'ordinateur pouvait voir. C'est la première fois qu'une machine pouvait interpréter un dessin, un objet, et comprendre ce qui lui était présenté. Donc ça, c'était déjà une grande avancée en intelligence artificielle.
Ensuite est venue la reconnaissance de la parole. Donc ça, si vous avez un assistant vocal, par exemple Siri, si vous utilisez Apple, il y a l'assistant Google Assistant et il y en a d'autres, Alexa avec Amazon. Les assistants qui font la reconnaissance de la parole sont capables de traduire une bande sonore qu'on enregistre dans l'ordinateur et la transcrire avec des mots. Donc ça, c'est des choses qui sont encore une fois rentrées dans le commun au jour le jour. Mais là, regardez, déjà en 2016, on est arrivé à la parité humaine pour la reconnaissance d'objets. Donc ça, c'était une immense avancée. Donc en 2012, quand c'était au premier balbutiement sur comment fonctionnait la reconnaissance d'objets, reconnaître par exemple une image d'un chat ou d'un chien, déjà en 2016, on était à la parité humaine, donc aussi bon qu'une personne. Et en 2017, on a atteint la parité humaine pour la reconnaissance de la parole. Donc ça veut dire que les modèles d'intelligence artificielle sont aussi bons qu'une oreille humaine pour détecter le langage parlé et dans plusieurs langues. Donc ça, c'était déjà en anglais en 2017, ça avançait rapidement pour plusieurs autres langues. Ensuite, vous voyez les autres avancées qui sont arrivées déjà en 2019, parité humaine pour la traduction automatique. Donc, ça a été très, très, très vite. Et ça, la rapidité d'innovation, c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis plusieurs années. Donc, ça, essentiellement, dans les dernières 10 ans, vous voyez les avancées rapides d'intelligence artificielle. Maintenant, ce qui est arrivé l'année passée, c'est que ces modèles-là ont tous été amalgamés dans un grand modèle. Donc, de là, le concept que vous avez peut-être entendu en anglais, on parle d'un Large Language Model ou d'un gros modèle. Toutes ces avancées-là de reconnaissance d'objets, reconnaissance de la parole, traduction, compréhension de la lecture, sont ensemble dans un modèle et on peut interagir avec ce modèle-là avec ce qu'on appelle ChatGPT. Donc, ça, je pense qu'il va avancer automatiquement. Bon, je recule. Avec ChatGPT. Donc, on est capable, avec un seul modèle, de faire toutes ces choses-là. Et on est capable d'interagir de différentes manières. Donc, avec ces modèles-là, sont venus ce qu'on appelle une interaction multimodale. Ce que ça veut dire, c'est que je peux interagir avec le clavardage, comme vous avez peut-être fait avec ChatGPT, mais ces modèles-là ont aussi la fonctionnalité de faire la reconnaissance de la parole. Ils ont aussi des fonctionnalités de traduction automatisée. Donc, c'est un peu comme si on compare en mathématiques, quand on fait 2 plus 2 fois 2, et on multiplie toujours par 2. Ça fait 2 fois 2, 4, 8, 16, et ainsi de suite. Au début, c'est des petits chiffres, mais rapidement, ça devient de très, très, très gros chiffres. Et c'est là qu'on parle d'avancée exponentielle en intelligence artificielle. Et c'est pour ça que ça frappait tant l'imaginaire. On a dit, comment ça se fait, c'est arrivé si vite? Il semblerait pourtant que ces choses-là sont arrivées relativement lentement, en termes informatiques, au cours des 10 dernières années. Mais l'avancée a été fulgurante parce que ce sont des avancées exponentielles. Et la raison que je vous mentionne ça, c'est qu'on ne fait que gratter la surface avec ce qu'on voit déjà avec ces modèles-là. On est au tout début de ces avancées-là exponentielles. De la même façon, quand on multiplie toujours par 2, quand on a des très gros chiffres, les prochaines avancées sont encore plus importantes. Donc, on peut s'attendre à voir encore des avancées de manière exponentielle au cours des prochaines années. Et ça c'est ça qui fait complètement changer la donne sur la façon dont on interagit avec l'ordinateur. Maintenant, où rentre OpenAI? J'ai parlé de ChatGPT, vous le voyez en bas avec le clavardage. Ces modèles-là de ChatGPT et les autres modèles d'IA générative, il y a un partenariat que Microsoft a commencé avec OpenAI en 2019, qui a commencé par des investissements pour utiliser notre infrastructure, l'infrastructure infonuagique de Microsoft, qui s'appelle Microsoft Azure ou le Microsoft Cloud. Cette infrastructure-là est utilisée par OpenAI pour développer leurs modèles, et aussi un partenariat d'ingénierie. Donc ça, je vais y revenir plus tard dans la présentation en parlant d'intelligence artificielle responsable, comment on a travaillé avec OpenAI pour développer l'intelligence artificielle de manière responsable avec nos principes. Donc ce partenariat-là a commencé en 2019. On a avancé avec plusieurs milliards d'investissements au cours de cette année et un partenariat pour commercialiser les services d'OpenAI sur la plateforme Azure qui sont disponibles sur ce qu'on appelle le service Azure OpenAI. C'est le même modèle qui est disponible de manière commerciale à nos clients. Et vous voyez certains des modèles, dont les modèles ChatGPT qui sont le clavardage, des modèles d'interaction d'images pour générer des images et d'autres. Donc ça, ces produits-là sont utilisés par Microsoft. Si vous utilisez par exemple Microsoft Bing Chat, ou le nouveau copilote Microsoft 365 avec Microsoft 365 Chat, vous avez accès à ces mêmes technologies-là qui utilisent le service Azure OpenAI sous-jacent.
Donc ça, ce qu'on a fait, c'est on a caché essentiellement cette complexité-là, mais sous-jacent, ce sont les mêmes modèles d'OpenAI qui roulent sur le cloud Microsoft. Donc, pour nous, un très, très beau partenariat. Et ce que ça a amené en termes de résultats, si vous voyez déjà à l'annonce de nos résultats financiers au 4e trimestre, qui pour nous finit au 30 juin. Donc, ça, c'est l'exercice du 25 juillet sur l'appel avec nos investisseurs. Déjà, au 25 juillet, il y avait plus d'11 000 entreprises qui avaient activé le service. Et depuis ce temps-là, je peux vous garantir que la plupart des clients avec qui moi je travaille dans le secteur des grandes entreprises ont déjà activé le service Azure OpenAI pour pouvoir profiter de cette technologie-là, y avoir accès et l'utiliser. J'ai avancé rapidement. Donc, on voit énormément d'avancées. Bon, ma cliquette avance tout ça. Énormément d'avancées en termes d'intelligence artificielle. Et pour nous, c'est un super beau partenariat de travailler avec OpenAI. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, si on regarde l'opportunité de marché, ça, c'est dans un créneau, dans le créneau du commerce de détail. L'opportunité, selon McKinsey, selon un rapport qui vient de sortir, c'est jusqu'à 660 milliards de dollars additionnels en revenus. Donc, vous voyez le potentiel dans un secteur d'activité, seulement dans le secteur du commerce de détail. Énorme potentiel d'amélioration, énorme potentiel de revenus augmentés à cause de l'intelligence artificielle générative. Donc, quand on parle d'un changement important, quand on parle d'une opportunité de marché importante, ça vous donne quelques chiffres pour faire frapper l'imaginaire et voir c'est quoi le potentiel qui est ouvert aux entreprises d'ici et d'ailleurs. Un autre chiffre qui aide à comprendre ce qui est devant nous, c'est pour chaque $1 qui est investi en intelligence artificielle par une entreprise, on voit en général 3,50 $ de retour sur investissement. Donc, si vous mettez $1, vous avez 3,50 en moyenne. C'est énorme comme retour sur investissement et en général, ça prend environ 14 mois. Donc ça, si vous avez des discussions avec vos chefs financiers ou vos présidents dans vos entreprises, ou vous êtes un chef financier ou président, vous voyez déjà, selon le rapport, vous pouvez lire, c'est le rapport IDC, qui est cité en bas, qui donne une idée de pourquoi investir en intelligence artificielle, qu'est-ce que la technologie peut amener à l'entreprise. Et comme vous voyez, c'est très court comme délai. Et ça, c'est différent de si on recule vers 2018, quand il y a eu la première vague, si on veut, d'intelligence artificielle qui était disponible à l'entreprise. Lors de la première vague, ça prenait beaucoup plus de temps à retrouver son investissement. Ça prenait des scientifiques de données, ça prenait beaucoup de programmation, beaucoup de gens qui connaissaient bien l'informatique. Maintenant, on a démocratisé l'accès à cette technologie-là grâce à ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle générative. Donc, une superbe opportunité qui est offerte, qui permet rapidement de bénéficier. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à effectuer des tests. Allez-y, faites des preuves de concept. C'est relativement simple à partir d'un projet pilote. Validez vos idées et voir si c'est quelque chose qui peut vous amener des bénéfices tangibles à l'entreprise. Maintenant, au 1er novembre, on a annoncé deux grandes choses. On a annoncé que dans Microsoft 365, les copilotes étaient entrés. Donc ça, une grosse annonce. C'est disponible maintenant, ce qu'on appelle Generally Available, disponible au grand public. Vous pouvez utiliser cette technologie-là. Et j'ai deux vidéos qui montrent un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Dans la première vidéo, vous allez voir dans Microsoft Teams, qu'est-ce que ça a l'air d'avoir l'intelligence artificielle directement imbriquée avec ce qu'on appelle le copilote. Maintenant, on a utilisé le terme copilote versus autopilote. Et je vous explique pourquoi on a choisi ce terme-là. Pour nous, l'intelligence artificielle doit toujours être travaillée avec la personne, avec l'humain. On ne pense pas qu'on devrait mettre l'intelligence artificielle en mode autopilote. On pense plutôt qu'elle devrait nous accompagner et ça devrait être en aide à la prise de décision. La raison, c'est que ces modèles-là ne sont pas parfaits. Ces modèles-là font des erreurs. Donc, la meilleure personne pour valider et prendre la décision, ça reste l'humain. Donc, c'est pour ça qu'on a bien choisi le terme copilote versus autopilote. Donc, quand vous entendrez parler de ce terme, l'idée, c'est de vous assister dans votre jour le jour. Et je vous montre une courte vidéo dans Teams qui dure à peu près 1 minute, qui vous montre qu'est-ce que ça a l'air dans l'écosystème Microsoft 365, disponible depuis déjà le 1er novembre. You can start by asking Copilot to summarize all your recent customer interactions, meetings, content you've shared, any issues, and deliverables. Copilot works across your calendar, emails, chats, documents, and meetings to find all the pertinent information.
Now you've got a concise summary, complete with citations and sources. You can hover over names, quotes, and file names to verify information or find out more. Now you know product lead times are likely to come up, so you ask Copilot to help you prepare all the details. Copilot synthesizes everything you need so you can feel prepared. Donc là, vous avez vu à l'intérieur de quelques secondes comment se préparer pour une rencontre, comment trouver toute l'information, qui normalement, en tout cas si c'était dans mon cas, ça m'aurait pris au moins 30 à 45 minutes de trouver toute cette information-là. Et ça, c'est une des avancées importantes. Ce qu'offre le copilote, c'est une des plaintes numéro 1 qu'on entend en entreprise, c'est « je ne trouve pas l'information, je ne trouve pas mes documents. Je sais que j'avais un courriel, mais je ne le retrouve pas. » Donc ça, c'est l'utilité de ce copilote-là, c'est premièrement trouver l'information, synthétiser l'information et vous permettre d'améliorer la productivité. Ça, pour moi, pour mon équipe, on l'utilise déjà depuis plusieurs mois. Je vais vous dire quelque chose que moi, j'aime énormément, c'est d'avoir un récapitulatif des rencontres. Donc ça, si vous n'êtes pas à une rencontre Teams, si vous êtes comme moi, votre calendrier est rempli de rencontres, puis souvent, on ne peut pas être à 2 à 3 places en même temps. Donc si on enregistre la rencontre, le copilote prépare un sommaire, une transcription de la rencontre avec les points saillants. Et là, en quelques secondes, je peux réviser, je peux aller voir où dans l'index temps, dans la vidéo, ça se retrouvait, qu'est-ce qui s'est dit, et si on m'a donné des choses à faire, bien, j'ai la liste des tâches à accomplir. Donc, vraiment une avancée super intéressante qui est déjà là, qui est déjà utile, qui vous permet rapidement d'augmenter la productivité. Donc ça, c'était une des grandes annonces qu'on a fait à notre conférence Ignite, la disponibilité de ces fonctionnalités-là. L'autre grosse annonce que je trouve fascinante, c'est l'avancée sur la plateforme de données. Et ça, dans une des pages de présentation de l'introduction, d'entrée en matière de la présentation, j'avais parlé de l'importance d'avoir les données bien organisées. Donc ça, quand on veut pousser l'intelligence artificielle au prochain niveau, il faut que les données soient bien organisées dans l'entreprise pour qu'on puisse y mettre l'intelligence artificielle par-dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait notre plateforme de données à partir de Power BI. Donc, si vous êtes familier avec les outils de rapport d'analytique de Microsoft, Power BI, on a annoncé une refonte de cette plateforme-là avec un ensemble de données, avec le concept de un lac de données qui s'appelle Microsoft Fabric. Et là-dessus, on a mis le copilote dans Power BI, qui vous permet rapidement de bâtir une présentation à partir d'un message guide. Donc, vous pouvez entrer un message guide et demander à Power BI de vous bâtir une présentation, de vous bâtir un rapport. Je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça a l'air dans cette petite vidéo et vous allez remarquer qu'à partir du jeu de données qui est rendu disponible à Power BI, il va automatiquement bâtir un rapport à partir du message guide. Let's take a look at how Copilot in Power BI is empowering everyone to quickly find and share insights. For example, Sam, an HR analyst who is constantly handling requests from my management to do analysis and provide answers. It can take hours and even days to respond with new reports. Now, with Copilot in Power BI, I can simply describe the report I want to build and get insights in seconds. Maybe I need a breakdown of some of our employee data to understand demographics and hiring trends. I just describe what I need, and Copilot will automatically analyze my data and create a new report based on my needs. Immediately, I have a beautiful Power BI report that has been automatically created and is fully interactive. I can start slicing and dicing my data to explore deeper. Copilot added the charts and slicers I asked for, but also conveniently gives me options to adjust the output to get just what I need. For example, let's switch to ask for metrics and trends in a slightly different layout. Automatically, Copilot updates the report. Let's go ahead and keep this report page, and it goes much further. I can also ask questions such as, why is our attrition rate going up? Copilot responds by adding a new page to my report and tapping into Power BI's built-in advanced analysis capabilities for finding key influencers for variables in my data. In addition to giving me a summary of an insight about different employee types having different attrition rates, I can easily explore Power BI's key influencer visual to see what's driving the biggest impact on our attrition rate.
I can even automatically see the most significant segments in my data just by clicking. Now let's go back to the first page and finish up our new report. I'm going to ask Copilot to make it look like our existing exec dashboard. And instantly, it's applied the same formatting and style and adjusted the layout to match. Best of all, I can still interact directly with the Power BI report that Copilot has created. So, for example, if I wanted to manually change this bar chart to a tree map on my own, it's easy to do with just a few clicks. Let's add Employee Functional Area, and now I can filter by this new field. Finally, to make the report even easier for my team to understand, I'm going to ask Copilot to add a rich text description of my data right inside the report. This narrative summary is fully dynamic, and not only does Copilot highlight interesting insights from my data, it will update the summary every time the data is refreshed, or people filter the report. And just like that, in seconds, I've created a report that would have taken hours or days to do manually. Copilot built on top of Azure OpenAI is truly revolutionary for how we empower everyone to find and share insights. Ce qui me fascine le plus dans cette vidéo-là, vous l'avez peut-être entendu, pourquoi je vous ai mentionné que j'avais plusieurs années d'expérience en TI. Au début de ma carrière, je bâtissais des rapports comme ceux-là. Ça prenait souvent plusieurs jours. Puis après ça, les gens disaient, je veux changer telle couleur, telle police de caractère, etc. Donc, vous avez vu comment rapidement, avec un message guide qui a été tapé, rapidement, on est capable de changer le formatage du rapport et faire évoluer les rapports dans Power BI. Donc ça, c'est les avancées qui sont permises et ça fait partie des produits qui sont offerts par Microsoft. On peut dire que ça, c'est un petit peu comme la base. Ça, c'est les choses que tout le monde aura accès. Toutes les entreprises ont accès à ces technologies-là. Maintenant, ce qui est le prochain enjeu, c'est comment vous pouvez vous démarquer en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, ce que vous avez vu, c'est un peu comme ce qu'on appelle en anglais, table stakes. C'est la base. À partir de là, comment on peut bâtir là-dessus? Bien, première chose, c'est il y a quand même une réticence en général présentement au Québec et au Canada à adopter l'intelligence artificielle. Et la raison qu'il y a une réticence, c'est parfois les gens comprennent mal la technologie, parfois les gens pensent que les jobs vont être enlevés. Alors, la façon qu'on positionne la technologie est super importante. Ça, c'est un sondage qui vient de Work Trends Index, qui est publié par Microsoft. Vous pouvez télécharger le rapport. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez la statistique en bas à gauche, 70% des gens sont prêts à déléguer des tâches dans leur quotidien à l'intelligence artificielle. Et là, pensez à votre quotidien. Il y a des choses qui sont relativement plates à faire dans notre quotidien au jour le jour. La plupart des gens sont prêts à déléguer ces tâches-là routinières à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un levier qu'on peut utiliser pour faire mieux passer l'adoption de l'intelligence artificielle. L'autre, c'est, si on regarde la statistique en haut à gauche, beaucoup de gens manquent de temps. Et tantôt, à l'introduction, à l'entrée en matière de la conférence d'aujourd'hui, on a parlé d'une pénurie de main-d'œuvre. Au Québec, on souffre de pénurie de main-d'œuvre. Nous-mêmes, on le voit chez Microsoft, on a de la difficulté à retrouver des gens. C'est relativement difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est un enjeu qu'on voit dans tous les pays industrialisés, mais particulièrement aussi au Québec. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité? Bien, 64% des gens disent manquer de temps. Donc, ça, c'est une autre façon d'amener les changements technologiques avec l'intelligence artificielle pour pallier à ce manquement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut établir la confiance du numérique? Et ça, c'est en tant que, si vous êtes un dirigeant d'entreprise ou vous êtes un dirigeant en technologie, ça, c'est des statistiques super intéressantes. Vous remarquerez en haut à gauche, 72% des gens dans les entreprises veulent une transparence sur la façon dont l'entreprise utilise l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un levier à ne pas oublier. Les employés veulent savoir comment vous allez utiliser l'intelligence artificielle dans vos entreprises. Ils veulent une communication, ils veulent un dialogue, ils veulent être impliqués dans la conversation et chaque entreprise doit décider comment elle va utiliser l'intelligence artificielle ou non. Donc ça, c'est un enjeu à ne pas négliger, faire preuve de transparence, bien communiquer comment la technologie va être utilisée aux employés. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez en bas à droite, c'est les entreprises qui utilisent ou qui ont établi cette confiance du numérique voient une croissance importante dans leur chiffre d'affaires.
Donc, si vous réussissez à établir cette confiance du numérique avec vos employés, avec vos partenaires, avec vos clients, vous pouvez vous attendre à avoir une augmentation de la productivité dans votre entreprise. Et ça, c'est des statistiques qui viennent de McKinsey. Donc, le rapport, vous pouvez aller le retrouver. Il y a des recommandations super intéressantes dans ce rapport-là sur comment bien engager la conversation avec les employés, les clients et les partenaires. Pour nous, chez Microsoft, la conversation commence toujours avec la confiance que nous, on a en nos clients, en nos partenaires et la confiance que vous nous faites si vous utilisez nos technologies. Et ça, pour nous, ça, c'est les 3 enjeux les plus importants, c'est que vos données vous appartiennent. Ça, c'est le premier. Donc, les données n'appartiennent en aucun cas à Microsoft. Les données que vous mettez sur la plateforme infonuagique, les données que vous utilisez dans la plateforme de Microsoft, elles vous appartiennent. Le deuxième enjeu, le deuxième principe, ces données-là ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Donc, il n'y a pas d'information qui est renvoyée à OpenAI, il n'y a pas d'information qui est renvoyée à Microsoft. Donc, ces informations-là, l'information, les données que vous utilisez, encore une fois, elles vous appartiennent, elles ne sortent pas de votre environnement protégé. Et l'autre point qui est super important aussi, c'est que vos données sont protégées. Donc, il y a plusieurs standards d'industrie, les standards ISO, etc. Ces standards-là, ces contrôles de conformité sont là pour vérifier que les meilleures pratiques d'industrie sont appliquées et vous pouvez faire une audit, voir et vous assurer que ces contrôles-là sont bien en place dans votre environnement. Donc, pour nous, ça, c'est la base de la confiance que vous nous faites si vous utilisez la plateforme Microsoft, le cloud de Microsoft. C'est de faire confiance que nous, on traite bien vos informations et qu'elles vous appartiennent, elles ne nous appartiennent pas. L'autre enjeu qui est super important, je trouve aussi à mentionner, c'est qu'on est dans une transition économique. On doit faire le virage vert mondialement. On sait qu'il y a énormément d'investissements qui doivent se faire. J'écoutais ce matin un rapport du New York Times qui disait qu'on doit s'attendre à des investissements massifs si on veut atteindre les cibles qu'on s'est fixées mondialement pour les émissions de carbone d'ici 2050. Donc, chez Microsoft, nous, ce qu'on s'est engagé, c'est 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Et ça veut dire les centres de données qu'on ouvre pour l'intelligence artificielle. En moyenne, au cours de l'année en cours, on ouvre un nouveau centre de données à chaque 3 jours pour la prochaine année. Donc, ça vous donne une idée de l'investissement massif. On a annoncé au Québec, en particulier, 500 millions US d'investissement la semaine passée, qu'on investit au Québec, en particulier pour les centres de données. Et tout se fait sur l'énergie renouvelable. Donc, ça fait partie de l'engagement qu'on fait aussi à nos clients, à nos partenaires, c'est de s'assurer qu'on aide au virage vert qu'on doit faire dans la transition économique. L'autre, c'est d'atteindre la carboneutralité. Donc, s'attendre à ce que toutes les émissions de carbone soient récupérées. Et d'ici 2050, on s'est aussi engagé à être carbon negative. Ça veut dire d'enlever toutes les émissions de carbone que Microsoft a mises depuis la fondation de l'entreprise. Donc, pour nous, ça fait partie de la base des engagements qu'on vous fait en tant qu'entreprise pour vous aider dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Les autres principes de base, c'est comment adopter la technologie. Et là, j'ai parlé d'établir la confiance du numérique tantôt. Et pour nous, établir la confiance du numérique, c'est plus que juste du parler. Ça doit s'établir sur des principes fiables, des principes qu'on peut vérifier. Donc, ce qu'on a fait, c'est en 2016, déjà, on avait jeté les bases de l'intelligence artificielle responsable qui sont exprimées par 6 principes. Les 2 principes de base, c'est comme les 2 couches que vous voyez, c'est la responsabilité et la transparence. La responsabilité, pour nous, ça veut dire qu'il y a un humain auquel la technologie doit être responsable. Il doit avoir une reddition de compte à une personne ou à un groupe de personnes qui peuvent auditer la technologie, vérifier qu'elle fonctionne comme elle le devrait. L'autre principe de base, c'est la transparence. Et nous, on l'exprime parfois, on va dire en intelligence artificielle, ce modèle de ce qu'on appelle explainability en anglais. Comment est-ce qu'on peut expliquer comment le modèle fonctionne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le principe de transparence, que quand on utilise un système, on peut expliquer qu'est-ce que le système fait et pourquoi il le fait. Et si on ne peut pas, bien dans ce cas-là, on dit que ce n'est peut-être pas un bon usage de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est les 2 principes de base. Et là-dessus s'appuient les 4 autres qui sont l'équité, donc permettre à ce que tous les intervenants soient représentés, peu importe qui ils sont, que les systèmes, évidemment, soient fiables et sécuritaires, que les systèmes protègent la vie privée ou la confidentialité, et aussi que les systèmes soient inclusifs.
Donc ça, peut-être vous avez entendu en intelligence artificielle des problèmes de biais, par exemple, où certaines personnes ne sont pas bien représentées avec les jeux de données. Mais pour nous, ce principe d'inclusivité, on est un des seuls à le mentionner spécifiquement comme un principe de base fondamental. Et pour vous donner une idée à l'engagement qu'on a à l'inclusivité, Microsoft a une technologie de reconnaissance faciale qu'on avait lancée il y a quelques années. Depuis cette année, au mois de juillet, cette technologie-là, on a décidé de la fermer, donc complètement la rendre indisponible aux clients, sauf pour des besoins très précis, sauf pour des besoins qui sont vérifiés. Et la raison, c'est qu'on trouvait que la technologie n'était pas assez inclusive. Donc, on a décidé que cette technologie-là, on la met au rencard, à part certains cas très précis. Et ça, sur notre site Web, vous pouvez lire sur Microsoft Face Recognition pourquoi on a décidé, par rapport à nos principes d'IA responsable, d'arrêter l'usage de cette technologie-là. Donc, ça, pour nous, ça, c'est la base de ce qu'on vous offre. Et sur notre centre d'IA responsable, sur notre site Web, vous pouvez télécharger les meilleures pratiques, les livres blancs. On les a rendus disponibles depuis 2021 à nos clients, à nos partenaires. Donc, sont gratuits, accessibles à tout le monde. Et on a à l'intérieur de ça des coffrets à outils qui vous permettent de déterminer quand utiliser l'intelligence artificielle versus quand éviter l'utilisation. Et ce qu'on a fait à l'intérieur de ces coffrets à outils, c'est qu'on vous permet de faire une évaluation qualitative. Donc, essentiellement, réfléchir et dire, est-ce que c'est vraiment un usage que je veux faire de l'intelligence artificielle dans mon entreprise? Et pour nous, ça, c'est à la base de ce qu'on vous offre pour vous décider comment faire avancer la technologie à l'intérieur de votre entreprise. Maintenant, j'arrive à quelques exemples clients. Je voulais choisir des exemples clients qui sont locaux, qui sont ici au Canada et au Québec, pour être capable de voir comment l'intelligence artificielle peut aider nos entreprises d'ici. Vous pouvez les trouver sur notre site Web si vous voulez plus de détails. Ce que je trouvais intéressant, c'est vous voyez des grandes entreprises comme WestJet, Canadian Tire, puis des petites entreprises comme Radish, qui est une start-up à Montréal. Radish, ce qu'ils font, c'est à l'intérieur de ce concept de l'économie circulaire, c'est qu'ils essaient de recycler les aliments pour les restaurants, s'assurer que la chaîne d'approvisionnement en alimentation pour les restaurants soit fiable et évite le gaspillage. Donc, si vous avez travaillé en restauration ou si vous êtes opérateur en restauration, il y a beaucoup de gaspillage, malheureusement. Radish essaie de redistribuer ces aliments-là à l'intérieur de la chaîne alimentaire et utilise la technologie Microsoft pour valider les cartes d'identité quand les nouveaux clients entrent sur la plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait à l'intérieur de quelques jours de A à Z pour monter ça sur leur site Web et permettre aux nouveaux clients de s'inscrire. Un autre qui est intéressant avec WestJet, c'est que si vous utilisez leur site Web, vous allez remarquer que l'expérience client va changer selon votre profil. Donc, si vous partagez votre profil avec WestJet, il va ajuster le profil selon vos préférences particulières. Et tout ça se fait avec l'intelligence artificielle sur la plateforme Microsoft. Maintenant, 3 autres exemples, 2 qui sont ici au Québec. Un que je trouve intéressant avec la ville de Laval, si vous utilisez le 3 en 1, moi j'ai grandi à Laval, plus jeune, maintenant je suis montréalais, mais à l'époque j'étais à Laval. Si vous utilisez le 3 en 1, en partie c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée. Et la solution, ce qui est intéressant, c'est rentabiliser à l'intérieur d'1 an. Donc ça, c'est encore une fois, quand je parlais des retours sur investissement, la façon de rentabiliser rapidement l'investissement, super intéressant d'intégrer la technologie d'intelligence artificielle au 3 en 1. Et un dernier cas que je vous mentionne, chez Air Canada, ce qui est arrivé pendant la COVID, il devait avoir une vérification du statut de vaccination pour les employés. Et faire ce processus-là manuellement, ça aurait été énorme. Vous imaginez tous les statuts de vaccination de tous les employés Air Canada mondialement, qui sont différents par pays, qui changent même au Canada à l'intérieur des différentes provinces. Donc, ils ont utilisé l'intelligence artificielle. En quelques semaines seulement, ils ont pu valider le statut vaccinal de tous leurs employés partout dans le monde, peu importe le format dans lequel c'est envoyé. Donc, encore une fois, une productivité super intéressante. Ça a été développé avec nos équipes chez Microsoft et ça leur a donné des avancées super importantes pour être capable de rencontrer les délais qui, à l'époque, étaient vraiment serrés. Maintenant, qu'est-ce que ça prend? Donc ça, après qu'on a regardé toutes les choses intéressantes, comment adapter la techno, souvent la question qu'on me pose, c'est comment j'applique tout ça? Comment j'arrive à réaliser ma stratégie? Bien, la première chose que je trouve la plus importante, c'est d'avoir la haute direction qui est impliquée.
Et souvent, quand on a parlé de transparence, ça, c'est un volet où la direction peut s'impliquer, savoir comment utiliser l'intelligence artificielle, bien communiquer avec les employés, les clients, les partenaires, et faire le virage numérique, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir profiter de l'intelligence artificielle. Le deuxième volet, c'est les données. Ce n'est pas un secret que l'intelligence artificielle elle est seulement aussi bonne que les données. Si les données ne sont pas bonnes, l'intelligence artificielle ne peut pas deviner ou inventer de l'information. On utilise parfois l'exemple d'un miroir. C'est un peu comme un miroir. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a rien à réfléchir. Donc, il faut que les données soient bien organisées pour que l'intelligence artificielle puisse offrir une information ou des informations de qualité. Et finalement, l'adaptation au changement. Ça, c'est un volet à ne pas négliger. Dans toute transformation numérique, dans l'adaptation, il y a toujours une adaptation au changement qui doit se faire et qui est souvent pas facile à changer la culture de l'entreprise. Mais si c'est bien dirigé, généralement, ça permet à l'entreprise de faire des bénéfices assez importants. Maintenant, comment faire tout ça? Bien, souvent, les gens disent, moi, je veux transformer par l'intelligence artificielle. Je veux appliquer l'intelligence artificielle tout de suite. Les deux piliers sur lesquels ça se repose, côté technologique, ça prend l'info nuagique et ça prend la transformation numérique. Donc, en entrant en matière, aujourd'hui à la conférence, on a parlé qu'on veut activer le virage numérique. Dans vos entreprises, probablement, vous avez un programme de virage numérique qui est peut-être déjà en cours. Ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle générative, ce que vous venez de voir, ce qui est possible de faire, souvent va réactiver ces programmes-là de transformation numérique qui parfois étaient en manque de vitesse. J'ai eu l'occasion au cours des derniers mois à parler à beaucoup de conseils d'administration qui se demandent est-ce que je devrais encore investir dans mon programme de transformation numérique? J'ai beaucoup d'argent qui est investi dans mon virage numérique, de vouloir organiser mes données. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le potentiel. C'est un peu comme quand on sort, on voit la lumière au bout du tunnel. On voit le potentiel de la transformation que l'intelligence artificielle peut offrir quand les données sont bien organisées, quand le virage numérique est bien opéré. Donc ça, si vos conseils d'administration, vos présidents d'entreprise vous posent la question, est-ce que je dois continuer à investir dans le virage numérique? Absolument, la réponse, c'est oui. Les deux piliers fondamentaux pour arriver à l'intelligence artificielle, arriver à transformer avec l'intelligence artificielle, sont l'info nuagique et la transformation numérique. Donc, en bout de ligne, c'est à chacun d'entre vous de diriger votre transformation par l'intelligence artificielle. Chez Microsoft, on est très fiers de travailler avec nos clients, avec nos partenaires au Québec, au Canada, pour aider à activer cette transformation-là par l'intelligence artificielle. Puis, il me reste environ 7 minutes. Donc, s'il y en a qui voulaient poser des questions, je vous laisse le micro ouvert si vous avez une question à poser. Sinon, je vous dis, profitez de l'occasion pour utiliser l'intelligence artificielle. On voit vraiment un moment super intéressant devant nous, puis on voit une opportunité immense. Oui, allez-y. Bonjour Daniel. Éric, je voulais savoir, est-ce que ça prend un minimum de licence pour activer Copilote dans l'entreprise? Puis c'est quoi la distinction avec ChatGPT Entreprise? Oui, c'est des bonnes questions. Fait que pour le copilote Microsoft 365, ça vient avec ce qu'on appelle le SKU E5, puis ça peut être activé par-dessus ça. Donc ça, les prix sont sur notre site web, mais normalement, on peut activer un minimum de licence. Aux dernières nouvelles, je n'avais pas vu un minimum qui devait être acheté, autre que le fait que ça commence au E5. Donc, il faut être sur le top tier qu'on appelle, là-dessus. La grosse différence entre les différentes versions de chat, c'est vous avez ChatGPT qui est un outil public qui appartient à OpenAI. Lui, il roule sur la plateforme Microsoft, mais c'est l'entreprise OpenAI qui est sa propre entreprise. Ensuite, il y a Bing Chat, qui est la même version que ChatGPT, mais auquel on a ajouté les résultats Bing. Donc, le moteur de recherche, on l'a amalgamé avec le modèle de ChatGPT. Donc, même chose, mais avec Bing, avec l'outil de recherche. Puis Microsoft 365, on a pris et le modèle ChatGPT et le modèle Bing Search, puis on lui ajoute le contexte Microsoft 365. Donc, le contexte des données qui, côté technique, se trouve à l'intérieur de Microsoft GraphDB, qui est essentiellement le dépôt d'informations pour Microsoft 365. Donc, ça, c'est les trois versions. Pensez ChatGPT, outil public ouvert à tout le monde. Bing Chat, il y a la version publique, il y a la version entreprise qui est sécurisée. Donc, ça, les données ne sortent pas. Puis le Microsoft 365 Chat qui lui vient avec le copilote. Merci. Plaisir.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis, c'est à vous de diriger votre transformation par l'intelligence artificielle. On a un kiosque, je vous invite à poser vos questions à notre kiosque, puis c'est un grand plaisir de travailler avec vous au jour le jour.